Continuons avec la partie 3 de la présentation qui vous aidera à identifier les effets potentiels des catastrophes, des conflits et du déplacement sur les populations et les systèmes éducatifs. Dans ce module, nous avons essayé de démontrer que les systèmes éducatifs doivent être concernés par les risques de conflits et de catastrophes et offrir une éducation de qualité pour les populations déplacées. C'est en renforçant la capacité de prévention et de préparation aux conflits et aux désastres que les systèmes éducatifs peuvent être protégés des effets de ces derniers. Quand on s'intéresse aux effets des désastres, des conflits et des déplacements sur les jeunes et les enfants, il faut prendre en compte plusieurs aspects qui comprennent notamment la perte de vie ou le préjudice corporel, l'affaiblissement ou le dommage des systèmes qui offrent normalement un soutien physique ou psychologique, la perte de logement, de sécurité économique, d'amis, de famille et des moyens de subsistance d'une communauté, les blessures corporelles de long terme, l'interruption de l'éducation. De nombreux plans sectoriels de l'éducation sont structurés autour des questions d'accès, d'efficacité interne, de qualité, d'équité et de gestion. Ainsi, il semble pertinent de se demander quels sont les effets des catastrophes, des conflits et du déplacement sur les systèmes éducatifs au sein de ces catégories. Tout d'abord, les désastres et les conflits peuvent entraîner l'endommagement des infrastructures ainsi qu'une préoccupation accrue concernant les enjeux de sécurité, les deux ayant un impact important sur l'accès à l'éducation. Ensuite, les situations de crise peuvent également influencer l'efficacité interne d'un système suite à un décrochage scolaire et un redoublement accru des élèves. De plus, les crises peuvent également influencer la qualité de l'éducation due à la baisse du nombre d'enseignants disponibles. Dans des contextes de déplacement, le choix du contenu des programmes peut être source de tensions concernant la culture, l'identité et les liens avec le pays d'origine. Le choix des contenus est particulièrement important en termes de langue d'instruction et d'accès aux examens et à la certification. Ce choix peut avoir des conséquences importantes pour les enfants réfugiés et se répercuter sur les aspirations futures et les opportunités qu'ils auront en termes de moyens de subsistance pendant une période prolongée de déplacement ou suite au retour. Les catastrophes, les conflits et les déplacements peuvent aussi avoir des effets sur l'équité des systèmes d'éducation en aggravant les disparités déjà présentes dans la population et en entraînant l'exclusion sociale de groupes vulnérables ou marginalisés. Pour finir, les crises peuvent également avoir un impact sur la gestion du système éducatif dû à une réduction des données disponibles et une destruction de dossiers par exemple. Les ressources financières pouvant être plus contraintes, la capacité du système à offrir une éducation de qualité pour tous peut elle aussi être affectée. Avant de procéder au diaporama suivant, prenez un peu de temps pour réfléchir à ces 3 questions. Dans votre pays, quelles sont les meilleures sources disponibles afin que le ministère de l'Éducation trouve des informations crédibles concernant les catastrophes, les aléas et le déplacement de population? Quels sont les principaux risques qui menacent les populations et le système éducatif dans votre pays? Par exemple, déplacements, conflits, inondations, sécheresses, épidémies, tremblements de terre. Où se produisent-ils et à quelle fréquence? Quels points forts du système éducatif de votre pays ont été utilisés pour prévenir, se préparer et répondre de façon efficace à une situation de crise? Vous êtes libre de noter vos réponses dans l'espace qui est offert dans le module 1 et de partager vos réponses à ces questions sur la plateforme virtuelle. Dans la prochaine partie de cette présentation, nous allons vous présenter brièvement le processus de planification de l'éducation. Mettez en pause cette présentation pour regarder une vidéo courte qui a été réalisée par l'IIPE visant à vous offrir une introduction plus amusante et visuelle de la planification de l'éducation. Pour regarder la vidéo, veuillez mettre en pause cette présentation et lancer la vidéo « Qu'est-ce que la planification de l'éducation ?» en cliquant sur le lien fourni. Si vous êtes en mode plein écran, appuyez simplement sur la touche « Échappe ». Après avoir visionné la vidéo, retournez ici pour continuer cette présentation.
Avant de voir comment on peut intégrer la réduction des risques de crise dans les processus de planification du secteur, nous devons d'abord explorer ce qui constitue un bon plan sectoriel de l'éducation. Ce dernier est tout d'abord guidé par une vision globale, qui inclut des objectifs, des valeurs et des principes. Il est stratégique, car il identifie des priorités et des moyens d'accomplir les objectifs en recensant les capacités humaines et techniques. Un bon plan sectoriel d'éducation est aussi holistique, couvrant l'éducation formelle et informelle. Il est crédible, reposant sur une analyse approfondie et complète de la situation actuelle et nécessite la participation et l'appropriation du plan par les acteurs concernés. Enfin, un bon PSE est adapté au contexte, c'est-à-dire qu'il tient compte des vulnérabilités et des capacités à gérer les risques présents. Il y a 5 étapes dans le cycle de la planification. Il est important pour chaque étape de prendre en compte les risques de conflits et de catastrophes, ainsi que les besoins éducatifs des populations déplacées. La première étape du processus est le diagnostic sectoriel. Il s'agit d'une analyse critique de l'état, du fonctionnement, des résultats et des performances du système éducatif en vue d'en identifier les forces et les faiblesses, ainsi que les poches d'inefficacité. Il permet d'identifier les buts et objectifs politiques pertinents et de choisir les programmes prioritaires appropriés. On regardera plus en détail l'intégration de la réduction des risques de crise dans le diagnostic sectoriel du module 2. L'étape suivante de la planification sectorielle est celle de la formulation des politiques. À cette étape, les responsables travaillent ensemble pour définir des orientations et des objectifs généraux à long terme, qui peuvent s'étendre bien au-delà de la portée d'un plan à moyen terme, et pour choisir les meilleures stratégies pour atteindre ces objectifs. Nous étudierons cette étape, ainsi que la troisième étape de la planification du cycle, à savoir la sélection des objectifs et des programmes prioritaires dans le module 3. Une fois que les objectifs de planification à moyen terme ont été mis en place et que les programmes prioritaires ont été définis, les planificateurs et les responsables peuvent procéder à la quatrième étape, la conception d'un cadre de coûts et de financement qui sera couverte dans le module 4. Cette étape cherche à s'assurer que les programmes et les activités proposées sont faisables et pragmatiques d'un point de vue financier. Les prévisions budgétaires doivent couvrir toutes les dépenses nécessaires pour atteindre les résultats escomptés du plan. Il faut alors estimer les ressources financières disponibles et calculer le déficit de financement qu'il faudra combler en mobilisant des ressources supplémentaires. Finalement, à la cinquième étape, les planificateurs indiquent précisément les cibles visées ainsi que les résultats attendus, les activités clés à mener, les calendriers correspondants, les indicateurs et les unités responsables pour chaque activité. Cette dernière étape sera développée dans le module 5. Pour que le processus de la planification soit efficace, il est important de s'assurer qu'il est mis en place dans le cadre d'un processus participatif qui cherche à rassembler les dirigeants politiques et les experts techniques. Ceci afin de discuter et de trouver un équilibre entre ambition politique et contraintes techniques, ainsi que de sensibiliser le large éventail des acteurs impliqués dans l'éducation dans un pays et d'obtenir leur engagement. Il faut également que le processus de planification soit bien organisé, en étant clair sur les rôles et les responsabilités des différents acteurs. Souvent, cela implique des structures, comme le comité directeur qui gère et guide le processus, le comité de planification qui coordonne le travail technique et rassemble toutes les directions ministérielles et les départements, ainsi que les comités de travail qui se focalisent sur des thèmes spécifiques tels que l'éducation dans les contextes de crise et la formation des enseignants. Pour finir, la préparation d'un plan est un moyen de renforcer les capacités. Sa mise en œuvre dépend d'un large éventail d'acteurs au sein de l'administration, du niveau central à celui de l'école, et il est important de tenir compte des capacités à tous ces niveaux. Le vrai travail d'élaboration d'un plan et la participation aux consultations sont d'une grande valeur pour le développement des capacités et le renforcement de la motivation des différents acteurs. Faisons une pause pour réfléchir. Pensez à un processus de planification auquel vous avez participé dans votre vie professionnelle. Par exemple, dans le cadre du cycle de planification du ministère ou de la planification d'un projet.
Décrivez les similitudes et les différences entre le processus de planification que vous avez vous-même expérimenté et le processus de planification du secteur de l'éducation que nous avons décrit précédemment. Au cours de votre carrière, avez-vous participé à l'élaboration d'un plan sectoriel d'éducation? Si oui, le plan prenait-il en compte les risques de conflits, de catastrophes naturelles et de déplacements? Et comment ces éléments ont-ils été incorporés? Veuillez mettre en pause la présentation ici si vous le souhaitez. Nous vous invitons une fois de plus à écrire vos réponses dans l'espace offert dans le module 1 et à partager vos réflexions sur la plateforme virtuelle. Nous voici maintenant arrivés à la partie finale de cette présentation. Réduire les risques de catastrophes et de conflits grâce à une planification de l'éducation sensible aux crises. La planification de l'éducation sensible aux crises implique l'identification et l'analyse des risques existants de crise humanitaire et la prise en compte des déplacements forcés qui peuvent en résulter. Il s'agit d'identifier à la fois les conflits et les risques naturels, ainsi que de comprendre l'interaction réciproque entre ces risques et l'éducation, afin d'élaborer des stratégies qui répondent de manière appropriée. La planification sensible aux crises vise à minimiser les impacts négatifs des risques sur la prestation des services éducatifs et à maximiser les impacts positifs des politiques et programmes éducatifs sur la prévention des conflits et des catastrophes ou l'atténuation de leurs effets. L'objectif est également d'identifier et de surmonter les inégalités et l'exclusion dans le domaine de l'éducation, y compris en ce qui concerne les populations déplacées de force. Alors, comment la réduction des risques de crise est-elle liée au processus de planification sectorielle de l'éducation? Un diagnostic du secteur de l'éducation sensible aux crises doit commencer par une cartographie des aléas et examiner les facteurs de risque naturels et humains pour le système. Il s'efforcera d'analyser l'équité dans la répartition des ressources, y compris entre les communautés d'accueil et les réfugiés, le degré d'intégration ou de ségrégation des groupes minoritaires ou vulnérables au sein du système éducatif, y compris les PDI et les réfugiés, au niveau national et local, ainsi que l'analyse des contenus dans les programmes pour s'assurer qu'il n'y ait pas de biais ou de représentation erronée de certains groupes qui pourraient engendrer un conflit. Le processus de diagnostic des conflits dans le secteur de l'éducation implique également de s'interroger sur des tensions potentielles qui peuvent être environnementales, économiques, politiques ou sociales. En s'appuyant sur cette analyse des vulnérabilités, la formulation des politiques et la sélection des objectifs et des domaines prioritaires pour la réduction des risques de crise doit considérer le rôle de l'éducation dans la réduction des risques de conflits et de désastres. Cela implique le développement de politiques spécifiques qui prennent en compte les vulnérabilités, par exemple celles liées à l'accès équitable à l'éducation, ou des politiques liées à la sécurité des sites scolaires et à la résilience des installations éducatives face aux catastrophes, avec l'inclusion de contenus de cours sensibles aux crises et un développement de plans de gestion d'une catastrophe qui pourrait affecter l'école. Cela inclura également une politique d'inclusion des réfugiés afin de leur permettre de bénéficier des services éducatifs au même titre que la communauté hôte. Une analyse des coûts et du financement est nécessaire pour déterminer le montant total estimatif du plan et pour voir comment il peut être financé. L'estimation doit inclure le coût des activités de préparation, telles que la formation des responsables de l'éducation et des enseignants, les programmes de sécurité des écoles, etc., mais aussi des coûts de prévention, comme la modernisation des écoles, ainsi que des activités d'intervention et la remise en état ou la reconstruction des écoles qui pourraient être détruites. L'estimation doit également tenir compte des coûts d'intégration des réfugiés dans les écoles de la communauté d'accueil. Seulement suite à l'inclusion de ces éléments dans les estimations de coûts, sera-t-il possible de mettre en place des mesures de réduction des risques de crise. Enfin, les mécanismes de suivi et d'évaluation doivent également intégrer des indicateurs de sécurité, de résilience et de cohésion sociale, tels que le nombre ou le pourcentage d'écoles ayant élaboré des plans de sécurité, ou par exemple le nombre ou le pourcentage de districts ayant réalisé une cartographie de vulnérabilité. Les informations relatives à ces indicateurs et à d'autres concernant la réduction des risques doivent être collectées et mises à jour régulièrement,
soit en incorporant de nouveaux indicateurs dans les questionnaires d'enquête scolaire existants, soit en distribuant des enquêtes par sondage dans certains districts ou régions, y compris dans les camps de réfugiés ou de PDI. Quand ces indicateurs seront développés et régulièrement mis à jour, il sera possible de mesurer le progrès effectué en matière de réduction des risques de conflits et des catastrophes et d'inclusion des populations déplacées. Enfin, veuillez noter qu'une bonne planification de l'éducation sensible aux crises doit également être sensible aux questions de genre et tenir compte de la dimension de genre en prenant en considération les risques spécifiques pour les femmes et les filles en situation de crise ainsi que leurs besoins spécifiques. Pour conclure, intégrer la réduction des risques de crise dans la planification d'éducation peut réduire la vulnérabilité aux aléas, protéger l'accès et la qualité de l'éducation, ainsi que l'équité et la gestion du secteur. La première étape consiste à identifier et cartographier les aléas afin de réfléchir à leurs effets potentiels sur le secteur de l'éducation. Pour compléter ce module, veuillez lire le module 1. Introduction à la planification de l'éducation pour la réduction des risques de crise et le déplacement forcé, ainsi que les lectures obligatoires. Veuillez également remplir les questions pour la réflexion individuelle et le quiz, et n'oubliez pas de commenter le forum de discussion. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez nous envoyer un courriel ou nous envoyer vos questions via la plateforme en ligne. Bonne chance et à très bientôt!